la CEDEAO constitue une menace, y compris une menace militaire existentielle à l'encontre de nos pays. Et nous nous sommes assumés parce que pour les questions de survie de nos pays, pour les questions de souveraineté et d'indépendance de nos pays. Nous espérons qu'au niveau de l'UEMOA, des leçons seront tirées de ce type d'attitude qui a été tenue à l'endroit de nos pays et que ceci est inacceptable, quoi qu'il en soit. Bon, naturellement et très honnêtement, je pense que ça fait plaisir de voir un peu que notre travail est perçu et suivi par des Africains que nous ne connaissons pas dans les rues ici à Yaoundé, à Brazzaville ou au niveau du Burkina Faso. Mais en même temps aussi, ça fait peur parce que ça veut dire que tout ce que nous faisons quand même est suivi par les gens, créer des attentes, des espoirs que nous ne devons pas décevoir. Je n'ai pas entendu beaucoup de critiques négatives, je ne sais pas si tu les as gommées. Peut-être que ça viendra, j'aurais bien voulu en avoir, parce que le but c'est d'être transparent, mais on a essayé effectivement de faire le tour comme ça, comme vous voyez c'est en pleine rue, donc on n'a pas le temps de briefer les gens. Et ce qui m'a marqué, c'est que vous êtes connu. Il y a à peine 2 personnes qui ne semblaient pas vous connaître, mais vous êtes connu. Oui, ça, j'ai remarqué ça. Je pense que c'est vraiment un plaisir de savoir que, bon, vraiment, au-delà du Mali, que tout ce que nous disons, je vois des gens qui sont capables pratiquement de citer littéralement ce que je dis. Mais je pense que cette mobilisation, vraiment, elle réconforte beaucoup parce que nous, dans le travail au quotidien, on se bat pour notre pays, on se bat pour ses intérêts. Bon, si d'autres se reconnaissent dedans, je pense que ça ne peut être que réconfortant. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans ce portrait qui n'est pas vrai? Parce que on a laissé sans filtre. Les gens connaissent vos carrières. Moi, j'étais surpris de voir les gens qui connaissent vos carrières mieux que moi, qui suis journaliste, qui disent partout où vous êtes passé. Est-ce que tout ce qui a été dit est vrai? Bon, je peux attester que tout ce qui a été dit est vrai, sauf la personne qui a dit que je parle trop, je ne sais pas s'il a raison. Peut-être qu'il a raison. Enfin, vous vous faites entendre. Moi, je trouve que vous parlez suffisamment, peut-être pas trop, peut-être pas moins, mais vous faites entendre. Alors, il y a dans ce portrait une personne qui m'a interpellé. Il s'est demandé, est-ce le même Abdoulaye Diop qui était déjà ministre des Affaires étrangères sous l'ancien régime qu'on a aujourd'hui? Bon, vous savez, cette question me revient régulièrement. Bon, certains se demandent, est-ce que c'est par opportunisme qu'il fait ceci, qu'il change de position? Mais je pense que plus profondément, ce que je fais, je crois à ça, je crois en ça, mais je pense que fondamentalement, ce sont des circonstances aussi qui font les gens. Voilà, j'ai été dans une autre configuration gouvernementale, dans un autre contexte géopolitique où, bon, j'ai cherché à faire ce que je pouvais faire, du mieux que je pouvais dans ce contexte. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où il y a une nouvelle vision qui cadre bien avec ce que je ressens pour mon pays, ce que je ressens pour l'Afrique, et je sens que j'ai le coup de franche pour faire ce que j'ai à faire et que les prises de position que j'ai, qui ne sont pas personnelles, qui sont les prises de position du président de la transition, de l'ensemble du gouvernement que j'assume au plan international, et je vois que dans ce travail-là, je suis soutenu par rapport à ce que je fais et que ce que je dis ou fais, je n'ai pas peur de savoir est-ce que demain, si je dis ça, je peux prendre mon avion pour arriver à Bamako sans problème. Donc je pense que aussi se trouver dans un cadre comme ça où vraiment les objectifs sont très clairs, on a les moyens d'action pour pouvoir y aller, et bon, je pense que ça crée d'autres réflexes. Donc je sens une certaine liberté de pouvoir agir, de pouvoir avancer des idées qui, dans d'autres contextes, auraient pu demander plus de prévenance. Donc ça demande aujourd'hui beaucoup plus de courage, beaucoup plus d'ouverture, et aussi de parler avec une plus grande liberté de ton qu'on n'avait pas parce que le contexte géopolitique ou parce que, comme tu l'as dit l'autre jour, on a décidé aussi quelque part de briser les codes, de ne pas rester juste dans la langue de bois. Donc je pense que ça peut amener les gens à se demander, bon, est-ce que c'est le même? Mais je pense que c'est le même, mais dans des contextes différents. C'est comme un joueur de football. Je suis sûr qu'il y a des jours où le joueur de football peut très bien donner parce qu'il y a une configuration, l'entraîneur, les gens qui sont avec lui, on le met dans une autre équipe. Peut-être que la performance
va être différente. Mais alors, pourtant, c'est le même joueur. Moi, j'ai une question un peu personnelle. Selon vous, pourquoi est-ce que le régime de transition fait appel à vous? Pourquoi est-ce qu'ils vous maintiennent la confiance? Parce que généralement, quand il y a une transition, on ne veut plus rien avoir à faire avec ceux qui étaient là avant. Pourquoi vous, d'après votre expérience? Bon, honnêtement, Jules, est-ce que je suis bien placé pour répondre? Vous pouvez avoir une idée. Oui, bon, pour avoir la réponse. Bon, souvent, il y a aussi des concours de circonstances. Personnellement, j'ai compris que le pouvoir avait besoin de mes talents à un moment donné pour des objectifs précis et avoir aussi un homme qui a une certaine expérience, hein, voilà, de la pratique diplomatique au Mali, de la pratique diplomatique à l'international et certainement qui a aussi l'engagement nécessaire, hein, qui a fait preuve quand même d'un engagement nécessaire pour son pays. Bon, écoute, je ne veux pas me... C'est très difficile de parler de soi. De soi, oui, mais pour nous, c'est important. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que les Africains qui nous regardent, ils ont besoin de comprendre. C'est-à-dire, vous acceptez d'être ministre dans ce gouvernement dans des conditions très compliquées, très difficiles. Pourquoi est-ce que vous prenez ce risque? Parce qu'en réalité, c'est un risque. Vous avez un CV long comme un bras. Vous aurez pu faire carrière à l'international où vous aurez voulu, mais vous avez accepté de venir, entre guillemets, mettre les pieds dans le cambouis au moment où le Mali était une destination, disons-le comme ça, risquée. Pourquoi est-ce que vous faites ce pari? C'est vrai, Jules. Il y a des risques dans tout. Il y a des risques dans tout. C'est vrai, j'ai une carrière internationale assez intéressante avec peut-être des niveaux de compensation relativement confortables pour quelqu'un. Mais après, on se dit, bon, c'est mon pays. C'est vrai, je suis venu dans un contexte de changement institutionnel, bon, où on a le choix de s'asseoir en spectateur, de regarder la chose, bon, qui aurait pu dégringoler, on aurait pu dire, bon, est-ce que si j'étais dedans, j'aurais pu faire quelque chose? Si je peux contribuer à faire changer les choses, même en échouant, je me dirais quand même que je n'étais pas spectateur, j'étais acteur, j'ai fait du mieux que je peux que de m'asseoir et de me dire, bon, si j'étais là, j'aurais pu. Donc je pense que pour l'engagement pour nos pays, je pense qu'on ne doit pas hésiter. Quand le pays nous fait appel à des moments, ce pays nous a tout donné. On a été à l'école ici, on a été formé, et puis je me dis, c'est pas moi seul qui prend le risque. Il y a des gens qui meurent sur le terrain au quotidien. Où est-ce que je veux que mes enfants, mes petits-enfants, ils puissent quand même vivre, avoir un avenir, avoir un pays, avoir une patrie. Donc ce sont des choses comme ça qui résonnent. C'est vrai, dans toutes choses il y a des risques, mais c'est un pari que je veux bien prendre pour mon pays. Ce que je n'aurais pas pu faire, je pense que d'autres viendront pour pouvoir le faire, mais on ne dira pas que, en tout cas, Abdoulaye Diop était là spectateur, après il a fermé la télécommande, il est parti. D'accord. Voilà. Alors, faisons un peu d'histoire. Je veux qu'on revienne au tout début. Quels est, selon vous, les moments les plus difficiles? Ça veut dire quand vous arrivez, l'État malien est vraiment vacillant, acculé de toutes parts, des pressions et tout. Quel a été le moment le plus difficile, vous, en tant que ministre des Affaires étrangères? Quel est le moment où vous avez perdu le sommeil, où vous étiez dans le doute? Quel est ce moment-là? Bon, il y a plusieurs moments. Bon, d'abord, quand on vient dans ce type de situation, bon, je me disais bien au début que, bon, j'ai été ministre, il n'y avait rien de nouveau. Bon, honnêtement, peut-être que je n'ai pas bien estimé la gravité, la difficulté, la complexité de la situation au début. Et après, je me suis rendu compte que le contexte était fondamentalement différent. Le niveau d'adversité était tellement élevé. Et c'est la première fois que notre pays se trouve aussi à la confluence de tant d'enjeux géopolitiques qui impliquent des grandes puissances avec des moyens extrêmement importants. Et avec pratiquement des menaces dirigées même contre les dirigeants. Donc ça, c'était un contexte extrêmement difficile. Un moment aussi, quand on a commencé, il y a des moments où on était seul. Tout seul en tant que ministre des Affaires étrangères, souvent, tu ne sais pas qui appeler. Est-ce que les gens ne vous prenaient plus au téléphone? Est-ce que vous avez des anciens collègues, des anciens amis, diplomates d'autres pays qui ne vous prenaient plus au téléphone? Est-ce que vous avez vécu ça? Bon, c'est arrivé. Il y a d'autres, je peux vous raconter une histoire d'un collègue avec lequel on a fait un parcours que je considérais comme un ami. Mais bon, quand on était sous sanction, il y a un autre collègue d'un autre pays que je ne citerai pas, que vous connaissez d'ailleurs, qui m'a donc reçu après une réunion régionale dans son pays pour une discussion. Mais ce collègue-là, que je considère comme un ami, l'a appelé pour dire pourquoi tu le reçois chez toi. Et il lui a répondu que si c'était toi aussi, je te recevrais.
Et malheureusement, ce collègue qui faisait cette remarque a eu aussi un changement institutionnel dans son pays. Il a dû subir la même situation. Donc souvent, mais je pense que ça fait partie. Ça fait partie. Donc, comme je dis, il y a des moments aussi de solitude. Dans ces choses, il y a des gens qui vont certainement tourner le dos, il y a des gens qui changent de position, mais tout ça n'est pas irréversible parce qu'aujourd'hui, toutes ces personnes que nous fuyons, enfin, nous courons derrière pour chercher, bon, pratiquement, c'est eux qui viennent en sens inverse parce que je pense que nous avions une direction. C'est vrai que c'était très pénible, on nous a tapé de toutes parts, on a souffert, le pays a souffert, mais je vois qu'aujourd'hui on commence à sortir la tête de l'eau et que bon, les gens nous regardent différemment et que même le contexte géopolitique est en train quelque part aussi de nous donner un cadre d'action plus favorable. Alors, il y a eu la CEDEAO. C'était, si vous voulez, le principal point d'achoppement avec la CEDEAO qui voulait une transition expéditive, qui a prononcé des sanctions et tout. Alors, nous, on veut savoir comment ça s'est passé, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques. Moi qui fais un peu le tour de l'Afrique, j'ai échangé avec des politiques et tout. Comment ça s'est passé au début avec la CEDEAO? Est-ce que la CEDEAO s'est montrée ouverte ou dès le départ, la CEDEAO n'a pas voulu vous écouter? Bon, je dois dire que la première phase de la transition à laquelle je n'ai pas pris part, après les changements qui sont intervenus, je sais que les premiers pas ont été assez conciliants avec la CEDEAO parce que les pays et la CEDEAO ont pu trouver une feuille de route pour pouvoir avancer ensemble, une transition consensuelle, un président civil, un premier ministre civil. Donc, je pense qu'il y avait quand même un espace de travail. Là où les choses ont changé, je pense avec l'arrivée de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, à l'époque au colonel, donc qui a pris un peu les rênes du pays, qui voulait un travail de fondation qui voulait amener le pays dans une autre direction de changement réel et pratiquement de rupture avec certaines pratiques qui existaient. Donc, les choses ont commencé à être compliquées à partir de cet instant. Mais je pense que ce qu'ils voulaient aussi, c'était l'autonomie du pays parce qu'ils voyaient qu'on avait fait des choix sécuritaires comme des choix en matière de développement qui ne nous amenaient que dans le mur, on ne va pas s'en sortir et surtout les choix sur le plan sécuritaire allaient amener inéluctablement à la partition du pays. Et je pense que ces éléments ont contribué certainement et la CEDEAO n'avait pas une bonne lecture de la situation. Sa seule lecture était organiser des élections pendant que nous parlions de reconstruire un État. Donc je pense que ces deux visions allaient de manière antagoniste. Est-ce que c'est un problème de lecture? Est-ce que c'est... Parce que les gens qui ont lu un peu la situation ailleurs, ce sont les mêmes qui ont lu ici. Est-ce qu'il y avait seulement un problème de lecture de la CEDEAO? Il y avait un problème de lunettes, certainement. Il y avait un problème de lunettes parce que nous pensons que c'était des lunettes peut-être françaises ou autres qui étaient utilisées pour regarder notre situation. Il y avait beaucoup d'interférences extérieures parce que le problème que nous avions ici, c'était essentiellement avec l'ancienne puissance coloniale, donc qui instrumentalise nos organisations pour obtenir un certain nombre d'éléments. Donc je pense que ça, ce n'était pas un secret pour nous, parce que comme je l'ai indiqué, il y a des responsables qui sont venus nous voir pour nous dire, bon, nous, chassez les Russes, et puis dites-nous de combien d'années de transition vous avez besoin. Et on va demander à la CEDEAO de vous foutre la paix. Donc à partir de cet instant, et des actes qui sont posés, les fermetures des frontières, et essayer de créer des sanctions économiques, physiques, pour amener à des renversements, je ne pense pas que les pays voisins, des pays frères, puissent avoir intérêt à faire ce type d'ajustement s'il n'y a pas d'autres enjeux. Surtout que ces pays souffraient autant des sanctions contre le Mali que le Mali. Quand on regarde tous ces pays, quand on voit le niveau d'interdépendance de ces pays, sanctionner le Mali a aussi pénalisé dans une certaine mesure le Sénégal, la Côte d'Ivoire et tout. Donc on était un peu curieux de savoir tout ça. Alors on se plaint aussi souvent du fait que le Mali accuse trop la France, le Mali voit trop la France. Est-ce que vous comprenez ceux qui formulent ce type de critique? Bon, je pense qu'il y a beaucoup qui le disent. Bon, nous-mêmes, de plus en plus, on essaie vraiment de ne pas centrer tous nos problèmes autour de la France, même si la France est au centre de beaucoup de problèmes dans nos pays.
Parce que c'est la base. Parce que nous, le problème fondamental qu'on a, c'est par rapport à l'unité de notre pays. Et nous savons que la France a une main pour soutenir des groupes qui cherchent la partition du pays. Et bon, et puis on peut se demander aujourd'hui en Afrique, pourquoi ce sont les pays francophones qui essentiellement connaissent ces problèmes? Parce qu'il y a une chape de plomb, parce qu'il y a un système jacobin de colonisation qui a été mis en place et qui est différent du modèle dans d'autres pays et qui a laissé des séquelles extrêmement graves qui font que nos pays sont restés d'éternels adolescents qui n'ont pas pu grandir et que parce que le contrôle sur nos économies, sur nos systèmes politiques est tellement fort que quel que soit ce qu'on tente pour pouvoir faire là, il y a cette chape-là qui existe quelque part. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur la France parce que il y a quelques jours, j'étais dans une conférence, je disais la même chose que bon, nous-mêmes, nous sommes comptables. Parce que j'expliquais que bon, quand ceux qui sont venus immédiatement après les indépendants, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, bon, quand le colon est parti, nous-mêmes, on a mis les chaussures du colon et on a traité notre population comme le colon nous traitait. Donc, je pense que nous avons nous-mêmes aussi une responsabilité d'avoir contribué, parce que nous, Africains, ou certains d'entre nous, ont contribué à perpétuer ce système parce qu'ils ont un intérêt dedans. Donc, je pense que leur responsabilité est grande, mais comme il y a un adage qui les dit chez nous, quand un lézard entre dans un mur, c'est qu'il était fendu. Donc, je pense que nous avons créé le terreau à cela. Alors, je voudrais revenir sur un point précis. C'est-à-dire que pourquoi, à un moment donné, vous refusez la France? Pourquoi vous refusez les deals de la France? Parce que quand la France sent qu'elle est en train de perdre pied, elle entre en négociation, elle essaye effectivement de vous convaincre de rester avec elle au détriment notamment des Russes. Pourquoi à ce moment-là vous refusez la main tendue de la France? Bon, je tiens juste à clarifier un peu. Nous ne sommes pas contre la France. Nous ne rejetons pas la France. Nous avons des liens historiques entre la France et l'Afrique, entre la France et le Mali. Nous nous exprimons en français. Nous nous exprimons dans leur langue, même quand nous sommes fâchés contre eux, nous le disons en français. Bon, donc je pense que entre les peuples français et les peuples africains, il y a des liens qui sont extrêmement forts. Notre problème, c'est vraiment sur le plan politique. C'est des décisions politiques. C'est des décisions de l'État français qui posent problème par rapport à son attitude vis-à-vis de nous. Et en nous traitant d'une façon condescendante, irrespectueuse, et aussi de penser pratiquement que nous ne sommes pas des États souverains, qu'elle peut décider pour nous et qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Je pense que ce sont ces attitudes-là que nous avons dénoncées. Si la France change de posture, mais nous n'avons absolument aucun problème parce que, comme nous l'avons indiqué, notre engagement avec les pays sont fondés sur 3 principes majeurs que le président de la transition a déclinés, qui sont aujourd'hui des principes constitutionnels: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains du peuple et la prise en compte de ses intérêts. Tout pays, y compris la France, qui observe ces lignes, nous n'avons pas de problème de nous engager avec ces pays, mais ça doit se faire dans la sincérité. On ne peut pas travailler avec le Mali, contribuer à répandre le terrorisme, aider des groupes séparatistes qui cherchent la partition du Mali et en même temps être ami du gouvernement pour la stabilité. Mais la France recuse ça. Elle dit, la France dit que ce sont des accusations fallacieuses, que vous n'avez pas d'éléments de preuve qui pourraient prouver, permettez-moi de dire ça comme ça, son implication par rapport au développement du terrorisme ou son soutien aux groupes armés. Où en est-on avec cette histoire de preuve que le Mali détiendrait contre la France? Bon, ce que nous avons, il y a des tonnes de preuves. Je crois que le gouvernement a déjà fait un communiqué avec une liste d'infractions ou des violations de notre espace aérien, de transport de groupes terroristes sur notre territoire. Je pense qu'il y a énormément d'éléments qui se passent sur le terrain. Je vous rappelle que le président Goïta, ses compagnons et d'autres ont été sur le terrain témoins d'actes de duplicité sur le terrain par rapport à ça. Et je pense que les actes de déstabilisation qui sont venus après, parce qu'on a fait d'autres choix politiques, sont bien documentés, sont légion. C'est pourquoi d'ailleurs, en août 2022, nous avons
porté une plainte officielle devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'il y ait une session spéciale pour pouvoir présenter ces éléments de preuve. Bon. Nous sommes en 2025 ou en étant? Bon, le Mali n'est pas membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je pense que nous avons fait une plainte et la France elle-même à ce jour n'a ni dit ni oui ni non à cela. Je pense que s'il y a d'autres déclarations qu'on veut faire, je pense que c'est mieux qu'on ait cette session. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que nous avions mis en cause la responsabilité de certaines puissances par rapport au soutien au terrorisme. Aujourd'hui, le directeur national du renseignement américain est sorti publiquement pour reconnaître quand même que des pays comme les États-Unis et certainement d'autres pays occidentaux ont apporté un soutien direct à des groupes terroristes. Donc, je pense que ce qu'on dit à l'époque que les gens pensaient qu'on était des illuminés, qui sortaient des bois, aujourd'hui, des officiels américains, y compris leur président et d'autres officiels, commencent à admettre. Nous espérons que, nous, on n'a pas de doute là-dessus. Et ceux à qui on parle aussi savent de quoi nous parlons. Donc, c'est une question d'avoir une session ici et là. Ça veut dire que la France même n'était pas seule. Beaucoup d'autres puissances, on la met dans la constitution, la formation, l'action de ces groupes terroristes. Comme notre président le dit, il ne faut pas qu'on soit naïf. Aujourd'hui, le terrorisme est utilisé comme un instrument de déstabilisation de nos pays. Autrefois, on cherchait des rébellions, on cherchait des manifestations dans les rues, on utilisait les syndicats. Mais aujourd'hui, si on ne fait pas ce qu'ils souhaitent qu'on fasse, mais subitement, ces groupes sont formés, sont activés pour pouvoir... Ça, le terrorisme est essentiellement un objectif politique qui est visé. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Emmanuel Macron qui vous accuse d'ingratitude? Selon lui, le Mali ne serait plus un État si la France n'avait pas intervenu. Je pense que la France ne serait pas un État non plus si le Mali et l'Afrique n'étaient pas intervenus à l'époque pour pouvoir se battre pour la liberté de la France. Je pense qu'entre États, on n'est pas des questions de gratitude ou d'ingratitude, parce que toute vie humaine est importante. Mais on parle de quoi? Bon, il y a une cinquantaine de soldats français qui ont perdu la vie ici. Je m'incline devant leur mémoire. Mais quand on parle des tirailleurs africains, y compris maliens, qui sont morts pour la liberté de la France et de l'Europe, mais c'était dizaines de milliers. Donc, ceux qui parlent, ils doivent aussi se remémorer et connaître leur propre histoire avant de s'engager dans ce type de considération. Donc, mais je pense que ceci dénote encore une fois que les gens ont des attitudes condescendantes vis-à-vis de l'Afrique. Je pense que c'est qu'on nous répond. Est-ce que la France a la même attitude vis-à-vis des États-Unis, qui ont aussi sauvé la France? Donc, je pense qu'on n'est pas dans des considérations de cette nature-là. Et puis, ceux qui sont venus, mais ils sont venus pour leurs intérêts. Ils sont venus pour leurs intérêts. Il n'y a pas de cadeau qu'on fasse à quelqu'un. Donc, je pense que quand les États s'engagent, il ne faut pas qu'on soit dans des attitudes de paternalistes, de dire qu'il faut que chaque fois quelqu'un vienne... Vous n'avez pas dit merci. Vous ne savez pas dire merci. Non, on a dit merci. Non, merci se fait parce qu'il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui ont perdu la vie dans quelque chose. On n'a pas dit que ça, ce n'est pas important. Mais, en définitive, la position du Mali, ce n'est pas sur cette question de reconnaissance. C'est de dire que, est-ce que ce pourquoi vous êtes venu, vous avez contribué à le régler ou à l'aggraver? Prenez la photographie de 2012, avant la chute du colonel Kadhafi, et faites la photographie au moment du départ de ces forces étrangères. Pour un petit problème qui était localisé dans une petite partie de notre pays, ça s'est répandu partout. Est-ce que, en toute sincérité, on peut penser que l'une des armées les plus puissantes au monde qui puisse être là face à des groupuscules pendant des années et qu'on n'ait pas pu résoudre ces problèmes et qu'on nous demande encore de rester dans ce paradigme qui nous amène seulement à la partition de notre pays. Donc je pense que ce n'est pas une question de reconnaissance, c'est un constat que le problème n'a pas pu être réglé et que celui qui est là pour régler le problème a la main dans le problème. Alors, j'ai envie, et on va sortir de là avant de prendre la première question d'un confrère, de votre avis. Plusieurs analystes estiment aujourd'hui que celui qui a, entre guillemets, aggravé les tensions entre la France et certains pays africains, c'est le président actuel Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous pensez effectivement que son arrivée à la tête de la France a changé?
Bon, je pense que vous-même, vous n'arrivez pas à sortir de la question française. Hein? C'est une question qui est centrale. On ne peut pas parler de ce qui se passe aujourd'hui, de la lutte pour la souveraineté, sans parler de la France. Elle a un rôle prépondérant dans ce qui se vit dans nos pays, donc il faudrait bien qu'on élargue cela. La question, c'est de savoir, est-ce que, selon vous, l'arrivée de Macron a changé quelque chose dans l'aggravation des tensions qui existaient déjà entre certains pays africains et la France? Bon, je ne veux pas personnaliser, il appartient à la France de choisir ses dirigeants, mais il faut, parce que certains acteurs français accusent. Mais les dirigeants qui sont là ne connaissent pas, ne comprennent pas l'Afrique et ne respectent pas l'Afrique, ne respectent pas le Mali. Donc, à mon avis, vous savez, dans nos pays de grande tradition, je pense que la façon de faire est souvent aussi importante, sinon plus importante que ce qu'on fait. Donc, quand on respecte quelqu'un dans nos pays, on peut tout obtenir. Mais aussi, nous, Maliens, nous pouvons être très têtus quand quelqu'un décide de ne pas nous respecter et tu peux nous amener dans nos derniers retranchements. Et je pense que certains dans le leadership français sont dans cette posture de penser que par la force, par l'irrespect, on peut obtenir un certain nombre de choses. Je crois que ça ne marche pas avec nos pays. Nous sommes matures, nous comprenons que pour que les pays puissent œuvrer ensemble, on a des intérêts communs et que pour ces intérêts communs, on doit travailler dans la sincérité. On doit travailler dans la recherche de l'intérêt mutuel. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de dirigeants, pas seulement français, même européens, ont besoin vraiment de prendre beaucoup de recul pour regarder ce qui se passe au Mali, ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans la jeunesse africaine, qui n'est plus complexée, qui a une autre façon de voir, qui veulent qu'ils prennent le temps de respecter les gens, d'avoir un autre type d'engagement avec les gens et de travailler à créer des intérêts mutuels que d'être dans des postures qui sont totalement contre-productives. Et je pense que si certains dirigeants s'asseyent pour dire que ça c'est la propagande russe ou etc., les gens qui parlent mal d'eux ou qui ont une autre vision, je pense que ça sera une très grosse erreur. Parce qu'ils ne pourront pas prendre au sérieux les récriminations qui viennent des rues africaines, des dirigeants africains pour les intégrer et adapter leur attitude au continent sur la base de ça. Je pense que c'est ça le plus gros problème. Les gens pensent que c'est un problème de communication, c'est un problème d'éléments de langage. Il suffit de remplacer un mot par un autre. Et surtout, même les gens ne considèrent même pas qu'on a la capacité de prendre des décisions, parce que nous-mêmes, on a été victimes de ça. Ici au Mali, je sais que quand on faisait même nos communiqués, certains disaient que non, ces communiqués sont faits au Kremlin. Donc ça veut dire que les gens ne pensent même pas que vous avez l'intelligence de connaître votre problème et d'engager. Donc je pense que cette vision de l'Afrique, des Africains, aujourd'hui, nous avons tous, vous, nous, d'autres, on a été dans les mêmes écoles que beaucoup de ces gens, on a les mêmes parcours, etc. Donc, il n'y a pas de complexe. Donc, la génération actuelle dans les rues africaines n'est pas celle qui a connu la colonisation ou autre. Donc, si nos partenaires ne changent pas leur regard et leur modèle d'engagement vers l'Afrique et se dire que, bon, c'est des gens matures, bon, ils ont peut-être connu quelques difficultés, mais ce n'est pas des gens bêtes du tout, ils sont capables de même réussite, peut-être qu'ils n'ont pas eu les mêmes contextes politiques ou économiques pour réussir. Je pense que les partenaires de l'Afrique, en tout cas les partenaires sérieux de l'Afrique, beaucoup commencent à comprendre qu'il est nécessaire de s'asseoir avec les gens et de chercher à travailler dans le respect, mais en essayant de promouvoir son intérêt. Merci beaucoup Abdoulaye Diop. Alors à présent, je vais vous passer la tablette pour suivre la question d'un confrère ivoirien et ça nous permettra de parler totalement d'autre chose, peut-être moins de la France. Bien sûr. Bonjour Excellence, je suis Armand Blédou, journaliste en Côte d'Ivoire. Avec la sortie du Mali de la CEDEAO et son ancrage dans l'AES, comment envisagez-vous l'évolution des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire, notamment sur les plans économiques et sécuritaires? Deuxième question, le Mali a multiplié des accords avec de nouveaux partenaires stratégiques, en particulier la Russie. Peut-on s'attendre à un alignement des pays de l'AES sur cette politique diplomatique et militaire? Et quel impact cela pourrait-il avoir sur la stabilité régionale? Troisième et dernière question, les sanctions de la CEDEAO ont fortement impacté l'économie malienne par le passé. En cas d'une escalade de tensions entre l'AES et l'organisation régionale, comment le Mali compte-t-il protéger ses intérêts économiques et ceux de ses citoyens?
Merci, Excellence. Okay. Voilà, Excellence, voilà les questions de mon confrère Blédou de la Côte d'Ivoire. Alors la première question, c'est quel est l'état des relations aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Mali après la sortie du Mali de la CEDEAO? Bon, écoutez, le Mali, c'est vrai, comme le Burkina et le Niger ont quitté la CEDEAO, et aujourd'hui c'est un fait, mais comme vous le savez, nous restons dans le même espace régional, nous restons dans l'Afrique de l'Ouest, et tous les pays sont en place, il y a déjà aussi des liens qui existent entre ces pays et qu'on va pouvoir développer. C'est que nous avons des relations bilatérales avec la Côte d'Ivoire, qui est un pays voisin, avec lequel il y a beaucoup d'échanges économiques et autres. Et nous, notre posture, c'est de continuer à œuvrer dans un esprit d'ouverture avec tous les pays qui sont autour de nous pour maintenir des relations économiques, des relations commerciales, mais dans un autre cadre, qui ne soit pas le cadre de la CEDEAO, ça peut être un cadre bilatéral, ça peut être plus tard un cadre qui sera défini par la Confédération des États du Sahel pour pouvoir travailler. Encore une fois, notre problème avec les pays se situe à un niveau politique. C'est un problème politique. Mais sur le plan des liens humains, des liens historiques entre nos pays, nous avons toujours été pour une politique d'ouverture, une politique de bon voisinage avec tous les pays qui sont autour de nous, pour pouvoir aussi travailler toujours dans un esprit de promouvoir l'intégration africaine. Et le panafricanisme, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nos pays ont décidé que les citoyens, soit ivoiriens ou d'autres pays membres de la CEDEAO qui sont dans notre espace confédéral, bon, sont les bienvenus et nous ne comptons pas imposer des visas ou des restrictions particulières à leur aller et venue. Et nous souhaitons pouvoir maintenir et renforcer nos relations commerciales avec ces pays dans des cadres qu'il faudra convenir. Et par rapport à ça, je pense que les pays peuvent continuer à travailler sur leurs relations dans un cadre bilatéral. Et aussi, le Mali et la Côte d'Ivoire sont tous des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est un marché commun, donc qui offre toutes les garanties nécessaires par rapport aux échanges économiques, commerciaux et humains entre les pays. Donc, là, vous me tendez une perche, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris qu'il n'y ait pas aussi une sortie de l'UEMOA et qui pensent que c'est incomplet de sortir de la CEDEAO tout en restant dans l'UEMOA. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, j'ai entendu beaucoup ce type de considérations, mais ce qu'il faut noter, c'est que avec la CEDEAO, nous avons estimé qu'une ligne rouge a été franchie, dans la mesure où nous appartenons à une organisation, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec abandon de souveraineté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compétences de l'État malien qui ont été dévolues à cette organisation et que malheureusement, cette souveraineté que nous avons transférée à cette organisation est utilisée en retour comme une arme contre notre pays, y compris avec des menaces d'intervention militaire et d'agression de nos pays par d'autres puissances extérieures sous couvert de la CEDEAO. Sinon, si le Mali devait sortir de la CEDEAO, je pense qu'il était question de pouvoir même quitter quand notre pays était sous sanction. Bien sûr. Mais pourtant, nous sommes restés parce que nous voulons donner toutes les chances d'un travail en commun, mais nous sommes arrivés à la conviction que la CEDEAO constitue une menace, y compris une menace militaire existentielle à l'encontre de nos pays. Et nous nous sommes assumés parce que pour les questions de survie de nos pays, pour les questions de souveraineté et d'indépendance de nos pays. Nous espérons qu'au niveau de l'UEMOA, des leçons seront tirées de ce type d'attitude qui a été tenue à l'endroit de nos pays et que ceci est inacceptable, quoi qu'il en soit. Parce que nous n'accepterons pas que la souveraineté de nos pays soit sacrifiée sur l'autel d'enjeux politiques ou géopolitiques. C'est ce qui nous a amené à cette décision. Donc, je pense que c'est la lecture que nous avons faite de la situation, une lecture pragmatique de cette situation. Mais chaque fois que nous sommes arrivés à des situations où notre appartenance à une organisation constitue une menace pour l'indépendance et la souveraineté de nos pays, je pense que nous n'hésiterons pas à nous assumer par rapport à cela.
Alors, la question de mon confrère Blédou me permet de revenir sur quelque chose qu'on a constaté. Ce divorce a l'air difficile à être accepté, notamment par la CEDEAO. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cela? Parce que la CEDEAO continue à donner des délais, continue à dire la porte n'est pas fermée et tout. Pourquoi la CEDEAO, selon vous, accepte très mal ce divorce? Bon, je pense que nous devons leur poser cette question à eux. Mais vous avez une idée. Pourquoi ils n'acceptent pas? Parce que, bon, au début, d'abord, je pense qu'on ne nous a pas du tout pris au sérieux. On nous a pratiquement ridiculisés. 3 pays enclavés, pauvres, qui n'ont rien, donc ils peuvent même partir, ça ne change absolument rien. Ils n'ont qu'à y aller. Mais je pense que dans tout processus d'intégration, il y a des gains et des pertes pour tout le monde. Et tout le monde est aussi important que l'autre. Je pense que beaucoup commencent à rester comme les sanctions dont vous avez parlé, que quand nos pays ont été sanctionnés, beaucoup espéraient que les sanctions ne seraient pénibles que pour nous. Et après, on s'est rendu compte que, bon, souvent, celui qui sanctionne peut subir plus les sanctions. Donc, je pense que nous sommes dans la réalisation de cela. On ne nous a pas pris au sérieux. Sinon, je pense que... et puis, même les mesures qui ont été prises contre nos pays ont été vraiment très injustes. Très injuste pour essayer de changer les régimes dans les pays, pour essayer de nous amener dans des limites qui n'étaient pas acceptables. Bon, aujourd'hui, je vois qu'il y a une autre lecture de la situation, mais le train est déjà passé. Nos États se sont assumés. Nous continuons notre travail dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. La Confédération des États du Sahel, encore une fois, je rappelle, nous ne sommes pas établis contre la CEDEAO, ni contre aucun peuple, aucun pays de la région. Nous sommes constitués en cette confédération parce que nous faisons face à la même menace existentielle qu'est le terrorisme. Et nous nous sommes organisés parce que nous avons aussi la même vision, nous avons aussi des similitudes sur le plan culturel, économique, etc., et même sur le plan des caractéristiques physiques appartenant au Sahel. Donc il y a un certain nombre de liens parce que cet espace qu'on appelle le Liptako Gourma a existé avant l'AES, parce que c'était un espace... Donc je pense que nous ne sommes pas là pour être contre des gens, contre des populations en particulier, mais ça a un objectif précis, travailler pour la sécurité de nos pays, travailler pour renforcer l'intégration économique entre nos pays, mais nous avons indiqué que nous restons ouverts à travailler, à maintenir des relations avec tous les pays de cet espace. Ouvert, ça veut dire quoi? Est-ce que pour vous, aujourd'hui... Ouvert en étant dehors. Voilà, ouvert. Ouvert en étant dehors. Donc, il n'y a plus de retour possible. C'est un chemin de non-retour qui a été emprunté avec l'AES. Un chemin de non-retour, mais si je dis ouvert, il faut que les uns et les autres aussi, qu'on commence à s'écouter, à se prendre au sérieux. Parce que quand on dit qu'on s'est retiré, c'est qu'on s'est retiré. Aujourd'hui, nous avons constitué cet ensemble qu'est la Confédération des États du Sahel. Pour nous, toute discussion doit se situer aujourd'hui dans le cadre d'une discussion entre l'AES et la CEDEAO, en tant qu'entité à part, mais qui reste ouvert à maintenir des relations pacifiques, des relations de voisinage, des relations économiques avec d'autres pays de la CEDEAO, relations qui préservent d'abord les intérêts des populations. Parce que nos différents politiques ne veulent pas dire que nous sommes opposés sur tout. Nos peuples sont unis. Je peux même dire qu'on a un peuple ou des peuples ouest-africains qui sont unis, qui ont des liens qui n'ont pas commencé qu'avec la CEDEAO. Parce que ce qu'on parle, l'héritage de l'avancée de l'intégration de la sous-région, même si la CEDEAO a été un élément catalytique, c'est pas la CEDEAO elle seule qui est à la base. Parce que de l'indépendance de nos pays en 1975, qui est la date de la création de la CEDEAO, nos pays, il n'y avait pas de visa entre nous, il y avait une libre circulation, les gens se fréquentaient. Donc la CEDEAO a contribué à mettre en place des mécanismes juridiques pour pouvoir amplifier cela. Donc je pense qu'il faudra qu'on intègre dans ce domaine qu'il y aura la Confédération d'une part, il y aura la CEDEAO, mais on n'est pas dans des schémas de confrontation. Nous devons pouvoir trouver les mécanismes nécessaires et les passerelles nécessaires pour faire en sorte que cette séparation au plan institutionnel puisse impacter le moins les systèmes économiques et commerciaux qui ont été mis en place depuis 1960. Voilà. Alors, est-ce que les changements à la tête des États voisins peuvent influer cette position? Parce qu'on a vu au Sénégal, ce n'est plus Macky Sall, c'est Diomaye Faye qui est arrivé. Au Ghana, c'est un nouveau président qui est arrivé. Il peut arriver
souhaiter que cette année, à la fin de l'année en Côte d'Ivoire, on ait un nouveau président, parce que si les problèmes sont au niveau politique, ça veut dire que ce sont les dirigeants de ces pays-là qui ont peut-être des lunettes du passé. Est-ce que s'il y a un changement de cap avec des nouveaux dirigeants qui arrivent, l'AES peut revenir sur sa position? Bon, je ne suis pas naïf pour penser que ce sont des individus, parce que ce dont nous parlons, ce sont des décisions qui ont été prises par une institution. Et c'est l'institution que nous avons quittée. D'ailleurs, si vous remarquez très bien, nous avons des relations amicales avec beaucoup de pays autour de nous, avec lesquels nous travaillons, qui sont aussi des États membres de la CEDEAO. Donc c'est une institution, si elle estime qu'elle doit se muer dans un sens ou dans l'autre, bon, écoute, on l'observera, mais nous nous réjouissons quand même de voir que certains dirigeants aujourd'hui qui arrivent à la tête de certains pays ont des approches, en tout cas des attitudes moins hostiles, moins va-t-en-guerre à notre égard, et qui estiment que nous devons pouvoir maintenir le dialogue, pouvoir travailler ensemble. Je pense que c'est une bonne chose, mais notre problème, encore une fois, c'est au niveau de l'institution, et l'institution, de mon point de vue, n'a pas changé depuis que nous avons quitté. Et les mêmes griefs que nous avons, je ne vois pas dans quelle mesure ces griefs ont été pris en considération. On va peut-être avoir l'occasion de revenir, parce que le fil de l'échange nous donnera ça. Ce que je remarque pour sortir de là, c'est que derrière vous, il y a un drapeau tout flambant, neuf, c'est la première fois que je le vois, c'est le drapeau de l'AES, et symboliquement, le Niger a été le premier des pays de la Confédération à faire une levée avec ce drapeau-là. Quelle est la valeur symbolique de ce drapeau de l'AES, auquel il va falloir forcément s'habituer? Bon, je dois d'abord dire que la montée des couleurs a été faite simultanément dans les trois pays. Après, le Niger s'est approprié, ça on a plus parlé du Niger. On peut tous s'en approprier, mais je pense qu'on n'est pas en compétition, mais c'est juste pour dire que c'était synchronisé dans les trois pays au même moment par les chefs d'État. Mais ce qu'on doit noter, c'est que le lancement, ou en tout cas l'adoption de ce drapeau, est quand même un pas supplémentaire dans le cadre de l'avancement pour la concrétisation des aspirations, en tout cas pour répondre aux aspirations de nos populations par rapport à cela. Et je pense que c'est important, c'est un symbole d'unité au niveau de nos populations, mais ça montre aussi toute notre détermination à aller de l'avant. Et si vous avez bien suivi aussi la symbolique de ce drapeau qui est de couleur verte, qui symbolise à la fois la croissance, la prospérité, le renouveau et la renaissance de nos pays, mais aussi toutes les richesses naturelles, minières de nos pays qui doivent nous servir pour aller vers une prospérité partagée. Je pense que ce drapeau est le symbole, en tout cas, de l'aspiration des peuples de cet espace, d'avancer unis et aussi de pouvoir vraiment avancer davantage dans le cadre confédéral qui est un marchepied pour arriver à une fédération qui est l'objectif ultime que nous recherchons pour nos peuples. Alors, avant le drapeau, il y avait le passeport. J'ai envie de vous poser, que vaut le passeport AES aujourd'hui? Est-ce que c'est un passeport qui va faciliter les déplacements des citoyens de l'AES? Est-ce que c'est un passeport qui a un poids aujourd'hui comparé à celui de la CEDEAO qui donnait un accès beaucoup plus large? C'est une façon déguisée de vous demander comment réagissent vos anciens partenaires de la CEDEAO par rapport à ça. Ce passeport vaut autant que tous les passeports qui existent dans le monde entier. N'a pas une valeur supérieure, n'a pas une valeur moindre que ces différents passeports. Donc je pense que, ceci dit, il faut aussi noter que quand un passeport est issu, parce qu'il y a tout un débat qui n'a même pas lieu d'être, je crois qu'il y a certains cercles qui travaillent à pouvoir en faire un problème, parce que même quand vous parlez de passeport CEDEAO, il faut relativiser les choses, parce que nous on avait un passeport malien avant, à un moment il a été décidé de mettre le logo de la CEDEAO sur nos différents passeports, mais qui sont des passeports qui sont conçus par nos pays. Les spécifications ont été adoptées par nos pays, ce sont nos pays qui ont dépensé l'argent pour ces passeports. Donc ce sont des passeports nationaux estampillés avec le logo de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où nous avons des passeports nationaux estampillés du logo de l'AES. Mais quand un passeport est issu, quelles sont les procédures? Parce qu'il y a des procédures qui existent, comme
en matière de monnaie ou autre, quand on a l'argent, comment les gens échangent entre eux. Quand il y a des passeports qui sont établis, il y a quelques procédures qu'il faut suivre quand même. D'abord, il faut notifier l'établissement d'un nouveau passeport avec ses spécifications et ses spécimens au niveau de l'Organisation internationale de l'aviation civile, qui est basée au Canada. Et une fois qu'on a fait cette étape, d'ailleurs je rappelle que l'OACI fixe un certain nombre de spécifications techniques qui doivent être dans les passeports. Et en 14 points, le passeport que nous avons mis en circulation a 20 points de spécifications techniques, donc nettement au-dessus des exigences de l'OACI. Donc l'OACI est une première étape de notification qui doit notifier les différents pays, les aéroports que le Mali a mis en circulation, un nouveau passeport. Voici ses spécifications. Ensuite, il faut une notification à tous les pays. Ce que nous avons fait, toutes les missions diplomatiques et consulaires qui sont accréditées au Mali ont reçu la notification des spécifications et les spécimens physiques du passeport, et il en a été fait de même par nos ambassades du Mali, ambassades et consulats du Mali à l'étranger. Donc à partir du moment où on a fait cette étape, ce qui reste, c'est que bon, chaque pays a peut-être des procédures administratives internes pour pouvoir intégrer le nouveau document qui est sorti. Donc je pense que ce sont ces éléments qui sont en discussion avec certains pays qui disent, bon, moi je n'ai pas reçu à temps, bon, je suis en train de mettre dans le système, mais à ce jour, je n'ai reçu aucune communication officielle, puisqu'on a écrit à tous les pays, d'un pays qui vient nous dire que nous, on refuse votre passeport. Et puis deuxièmement, les passeports là n'ont pas besoin d'être reconnus ou que l'AES soit reconnu à un titre ou à un autre par rapport à cela. Donc moi je pense que c'est un faux débat qui vise encore une fois aussi à créer le doute chez nos compatriotes, de créer des tensions ici et là. Mais je n'ai jamais vu d'ailleurs autant de débats autour d'un passeport. Les autres pays aussi, les autres pays qui nous envoient les passeports, mais nous on n'a pas le droit de veto sur un pays qui envoie les passeports. Le Mali, non. Ce qu'un pays peut faire par contre, c'est comme on faisait. Je sais qu'il y a quelques années, beaucoup de pays ont dit qu'ils n'acceptent pas des passeports si ce ne sont pas des passeports biométriques. Ça, c'est normal, ça, c'est des spécifications techniques. Bien sûr. Bon, mais si certains peuvent se mettre dans des postures de dire qu'il faut qu'on accepte ou pas, non. Je pense que le Mali a fait tout ce qui est nécessaire en termes de spécifications techniques, en termes de notification. Bon, je pense que nous regardons progressivement. Je pense qu'il y a eu un débat récemment par rapport à la Chine, mais la Chine a commencé à délivrer des visas sur ce passeport, pour vous donner juste un exemple. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un problème artificiel qu'on veut créer, mais l'édition d'un passeport est un acte souverain de chaque pays. Et on n'a pas besoin d'aller demander la permission d'un pays pour le faire. Alors, mon confrère a parlé de la coopération, du changement de partenaire et la coopération avec la Russie notamment, et il se demandait est-ce qu'il y a une forme d'harmonie entre les pays de l'AES par rapport au choix de ce partenaire sécuritaire stratégique qu'est la Russie. Vous savez, on n'est pas au même niveau, parce que le Mali, la transition a commencé plus tôt. Le Mali avait déjà des relations établies avec le partenaire russe en fonction de nos besoins. Et quand il y a eu des changements au niveau du Burkina, ils se sont aussi rapprochés du partenaire russe. Ils ont établi une collaboration. Le Niger en a fait de même. Mais pour chacun de nos pays, je pense que nous sommes des agents publics, à mon avis, pragmatiques. Nous cherchons l'intérêt de nos pays. Et à un moment donné, ce dont nous avions besoin, malheureusement, à l'époque d'air, seule la Russie a été peut-être capable à un moment de venir, d'avoir le courage de répondre à nos besoins en matière d'équipement et de formation de nos forces de défense et de sécurité de nos pays. Mais nous ne sommes pas fermés. Nous avons des relations commerciales ou en tout cas sur le plan de la coopération militaire avec la Chine, avec la Turquie, avec le Brésil, avec tous les pays qui le souhaitent. La difficulté avec certains pays occidentaux a été qu'il y avait une sorte d'embargo de fait sur nos pays pendant qu'on lutte contre les groupes terroristes les plus violents sur cette planète, mais on nous empêche d'accéder à des équipements ou à des technologies. Je vous donne l'exemple parce qu'on nous critique pourquoi vous êtes contre les Occidentaux. Non, on n'est pas. On est pour nos intérêts.
Et je vous donne un exemple précis. À l'époque, quand j'ai pris les rênes ici au niveau de ce département, près d'un an après, j'ai trouvé qu'il y avait un problème d'un aéronef tactique. Ça veut dire qu'il n'a pas d'armement, rien. C'est pour le transport des hommes, puis l'assistance humanitaire. Un CASA 295 d'Airbus, confectionné en Espagne. Nous en avions un, nous avons acquis un deuxième. Mais il a été livré un an après le délai de livraison initial qui était prévu parce qu'il y avait une petite pièce dedans, un transpondeur qui permet de localiser l'avion pour les satellites et qui était de Boeing, qui est américain. Et les Américains n'ont pas voulu donner la licence d'exportation. Et on est resté bloqué à cause de ça. Vous vous imaginez que pendant qu'on combat Daesh, l'État islamique, qu'on combat Al-Qaïda et ces groupes violents, et que si le sort du Mali était lié à cet avion qui n'a pas été livré, on ne serait pas sur cette planète. Donc ce sont les mêmes gens qui viennent nous faire le reproche. Pourquoi on va là-bas? Parce que ça répond à nos intérêts. Eux-mêmes iront là où ils ont leur intérêt. Donc moi je vous dis qu'encore une fois, pour revenir à la coopération avec la Russie, nos pays sont pragmatiques, nous sommes ouverts, mais nous cherchons notre intérêt. S'ils ouvrent la porte pour répondre à nos intérêts, nous le ferons. Mais aussi notre relation avec la Russie, ça respecte nos souverainetés. Parce qu'ils ne sont pas là pour nous dire aller à gauche, aller à droite. On a une relation de coopération sur le plan militaire. Ils répondent à nos attentes en termes d'équipement, en termes de formation. Ben, écoutez, ce qui importe dans ce cas, c'est vraiment l'opinion des populations du Mali, du Burkina et du Niger. Mais nous restons ouverts à tous les partenaires qui estiment que, bon, ils peuvent travailler avec nous. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur? Est-ce que c'est pas très angélique pour l'instant, la coopération avec la Russie? Je vous prends un exemple. Donald Trump est arrivé à la tête des États-Unis. Il vient de sortir une facture de 500 millions de dollars à l'Ukraine pour l'aide américaine à l'Ukraine, et il veut faire des deals sur les minerais ukrainiens pour compenser l'aide américaine. Est-ce qu'on ne risque pas un jour, dans 10, dans 15 ans, avoir la Russie qui vient dire que le Mali lui doit beaucoup parce que la Russie à un moment donné a été présente? Bon, vous savez, comparaison n'est pas raison. Ouais. Je pense que ce n'est pas les mêmes types de relations qu'on a avec la Russie et d'autres. Je l'ai indiqué encore une fois. Notre relation avec la Russie, c'est vrai, il y a une coopération militaire, il y a une partie de formation, mais ce que nous acquérons avec la Russie, nous le payons sur notre budget national. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de dette. Demain, la Russie ne va pas venir dire on veut telle mine d'or parce que nous avons livré des armes et vous n'avez pas encore payé. C'est une relation claire. Vous savez, il est possible qu'il y ait des arrangements économiques et financiers, mais même si nous engageons nos ressources minières, mais ce sont des ressources du Mali. Est-ce qu'il est interdit pour un pays d'utiliser ces ressources pour pouvoir se défendre ou se développer? Donc je pense que quelque part aussi, il faut que les gens sortent un peu d'une sorte d'hypocrisie ambiante par rapport à cela, mais c'est un État qui est là. L'État peut décider les conditions et les termes de son engagement avec les Chinois, avec les Russes ou avec d'autres. Nous ne sommes pas naïfs par rapport à ça. Chaque pays cherche son intérêt. Et nous ne sommes pas dans des schémas de mettre notre sort entre les mains d'un pays. Quelque pays fut-il. Je pense que, bon, à un moment, il arrive que nous avons besoin des gens, mais nous sommes certains que la sécurité de nos pays doit reposer sur nous-mêmes, sur le sacrifice des Maliens, sur l'engagement des Maliens, sur les ressources que nous engageons. Nous pouvons faire des partenariats autour de ces questions parce qu'on dépend les uns des autres par rapport à cela, mais je pense que nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Nous avons vu l'Afghanistan ou d'autres pays qui ont été abandonnés en plein vol, si on ose dire. Bon, donc je pense que nous réfléchissons à faire en sorte que nous puissions maintenir l'autonomie politique, militaire, économique d'action de l'État malien pour continuer à préserver, à défendre nos esprits. On parle de questions militaires, mais sur le plan économique aujourd'hui, si vous voyez sur le secteur minier, il y a quand même une autre vision de l'État malien avec le nouveau code minier qui a été mis en place. Donc je pense que tout ça c'est encadré parce que rien ne se fait en dehors de la loi.
Et ce que la loi autorise au Mali, bon, je ne vois pas qui viendra nous dire le contraire. Alors, on va marquer un autre arrêt pour prendre la question d'un confrère également. Cette fois-ci, on va au Tchad, où on a un confrère qui a des questions à vous poser. Parfait. Bonjour aux millions de téléspectateurs de Vox Africa. Je suis heureux de participer à cette émission à travers mes questions dont je poserai tout à l'heure. Premièrement, je suis Baudouin Niobé, journaliste et directeur général de Tchad 24. Tchad 24, c'est dans le bouquet Canal Plus 415. Alors, monsieur le ministre Abdoulaye Diop, que j'admire énormément, qui est très prolixe et dans ses interventions, je voudrais d'abord orienter ma question sur le plan de la coopération internationale, monsieur le ministre. Comment le Mali entend-il renforcer ses relations diplomatiques avec les autres pays africains et internationaux? Ça, c'est sur le plan de coopération internationale. Sur le plan de la sécurité régionale, monsieur le ministre, je voudrais savoir quelles sont les stratégies mises en place pour lutter contre le terrorisme et les menaces à la sécurité dans les régions du Sahel. Vous savez que ces régions sont en proie à la sécurité. À l'insécurité, je vous apprends rien. Votre pays en est un exemple, monsieur le ministre. Alors la troisième question pour monsieur le ministre, toujours monsieur le ministre, sur le plan du développement économique, quels sont les principaux défis économiques auxquels le Mali est confronté aujourd'hui et comment le ministère des Affaires étrangères contribue-t-il à leur résolution sur le plan pratique et concret? Ça, c'était les questions que j'avais pour vous, monsieur le ministre. J'espère pouvoir avoir des réponses favorables. Merci. Merci, monsieur le ministre. Donc là, on a notre confrère du Tchad. La première question, c'est justement au niveau de la coopération entre le Mali et les autres pays africains et même internationaux. Comment est-ce que aujourd'hui les choses se passent? Bon, aujourd'hui, une de nos priorités, naturellement, c'est d'aller vers une diversification des partenariats. On avait des partenaires traditionnels. On essaye de regarder davantage vers des pays émergents. Et aussi, si on regarde de plus près, aujourd'hui, on a plus d'interactions économiques avec des pays dans notre voisinage immédiat et sur le continent. Et comment tirer profit de l'ensemble de ces relations, mais aussi en mettant en avant surtout les atouts du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes conscients du fait que l'aide publique au développement, en tout cas ce qu'on appelle aide publique au développement, est loin de satisfaire à nos besoins de développement. Elle va être utile pour faire un certain nombre de choses, mais qu'il faudra pouvoir lever des investissements, des financements importants pour le développement, la transformation économique de nos pays, répondre à nos besoins en infrastructure, en besoin de transformation de l'agriculture, en besoin de transformation du secteur minier, créer des richesses, créer des emplois au niveau du pays pour pouvoir avancer. Donc nous nous situons aussi dans ce nouveau type de partenariat avec les pays pour aller au-delà de l'aide et essayer de regarder tous les partenariats gagnant-gagnant qui peuvent être en place, y compris à travers des transferts de technologies. Donc, en résumé, nous sommes dans une diversification de partenariats. Nous regardons aussi avec beaucoup d'intérêt des cadres nouveaux qui se mettent en place, comme les BRICS, par exemple. Comme les BRICS. Ouais. Je pense que nous regardons cela avec beaucoup d'intérêt et il y a des réflexions en cours pour pouvoir nous arrimer à ce système. Ça vous intéresse, les BRICS? Ça vous séduit? Vous aimeriez y être? Ça nous intéresse, nous sommes en contact avec beaucoup de pays membres des BRICS qui sont comme l'Inde, la Chine ou la Russie, qui sont aussi des pays amis. Il y a du Mali, beaucoup nous encouragent à pouvoir nous engager. Il y a des réflexions aussi en cours au niveau de l'AES, mais nous estimons que les BRICS peuvent offrir une alternative. D'abord pour aller vers un monde multipolaire, mais aussi sur le plan économique, les BRICS offrent aussi des opportunités de financement du développement dans nos pays. Alors, monsieur le ministre, l'autre aspect de la question concernait la lutte contre le terrorisme au sein du Sahel. Comme vous le savez, le Sahel ne se limite pas aux 3 pays de l'AES. Alors, comment est-ce que cela se passe avec les autres pays du Sahel qui ne sont pas membres de l'AES?
Bon, d'abord pour la lutte contre le terrorisme, il y a des questions de définition d'abord avant de pouvoir même parler de l'efficacité de tout ce qui est en cours, parce qu'il faut avoir la même compréhension de l'ennemi que nous combattons. Et quand on regarde un peu ce que nous on appelle terrorisme dans notre région, qui a été le Mali, et comme les autres, nous avons nous-mêmes été victimes de ce terrorisme qui a été exporté sur notre territoire depuis un pays voisin et depuis aussi l'intervention en Libye. Bien sûr. Voilà, qui nous a amenés dans cette situation. Et, conséquemment, nous avons perdu, comme je l'ai indiqué, pratiquement la moitié de notre territoire. Et après, il y a eu des efforts importants pour pouvoir renverser la vapeur par rapport à ça. Et nous avons décidé d'aller vers un changement de paradigme. Ça veut dire que pendant une dizaine d'années, le Mali a compté essentiellement sur les forces internationales pour amener la paix et la sécurité. Nous avons vu les limites de cela. Nous avons changé de paradigme pour mettre la sécurité du Mali entre les mains des Maliens. Faire les investissements nécessaires sur le plan de renforcement des capacités militaires pour pouvoir y répondre, avoir une nouvelle doctrine militaire et déployer les capacités en conséquence. Et aussi, sur le plan financier, nous dépensons près de 25% de notre budget, le quart de notre budget pour soutenir cet effort. Et l'ensemble de ces investissements bâtis sur les sacrifices des Maliens et vraiment le courage aussi et le professionnalisme de nos hommes sur le terrain. Aujourd'hui, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez que pour vous, le Mali aujourd'hui est mieux qu'à l'époque de Barkhane, G5 Sahel, Takuba, MINUSMA, etc. Prenez les chiffres. Il y a 4-5 ans, quand nous parlions de morts au Mali, lors des conflits intercommunautaires ou autres dans le centre du pays, c'était des centaines de personnes qui étaient tuées, c'était des champs entiers qui étaient brûlés. Il y avait beaucoup de localités où l'État malien n'était même pas présent. Aujourd'hui, grâce à ces efforts, l'État malien est présent sur l'ensemble du territoire national que nous contrôlons. Le niveau d'ensemble de l'insécurité a drastiquement baissé. Et beaucoup de populations ont pu revenir dans leur foyer, même si le niveau de sécurité zéro n'existe pas. Mais il y a une montée qualitative sur le plan sécuritaire aujourd'hui, avec vraiment nos hommes qui restent en opération constante et qui restent à l'offensive. Naturellement, le terrorisme aussi s'adapte à ces défis et nous continuons à avoir des problèmes. Mais aujourd'hui, le fait que nous-mêmes nous soyons à la manette et que nous nous engageons à défendre notre pays a fondamentalement changé les choses. Et le fait aussi que le peuple malien est dans sa grande majorité, sinon à l'unanimité derrière ses forces de défense et de sécurité, a aussi créé une autre dynamique sur le terrain. Donc pour moi, c'est ça qui est important aujourd'hui. Donc sur le plan de ça, sur ce plan, c'est important. Mais naturellement, aucun pays, aussi grand fut-il, ne peut seul faire face au terrorisme. Mais comme on le dit dans l'avion, c'est-à-dire que quand il y a des secousses, tu dois d'abord mettre le max d'oxygène avant de t'occuper du voisin. Donc nous, d'abord, il faut que nous soyons en mesure d'assurer notre sécurité pour pouvoir même être des partenaires pour les autres. Aujourd'hui, nous travaillons dans le cadre de la Confédération des États du Sahel avec le Burkina. Et le Niger a un niveau d'intégration de nos forces de défense et de sécurité que nous n'avons jamais vu, avec des succès importants sur le terrain. Mais nous n'excluons pas aussi de continuer le travail sur le plan bilatéral avec d'autres voisins pour regarder qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir sécuriser nos frontières et même aussi avec des partenaires qui sont en dehors. Mais tout ça doit s'inscrire dans le cadre de nos principes qui guide l'action publique, le respect de notre souveraineté, le respect des choix souverains du peuple et la prise en compte de ses intérêts. Donc tous ces choix, que ce soit sur le plan sécuritaire ou lutte contre le terrorisme, avec qui nous travaillons, surtout en matière de lutte contre le terrorisme, mais ce qui nous a amené le terrorisme ne peut pas être des solutions, parce que souvent, il faut savoir, celui que tu combats, s'il est soutenu par quelqu'un qui t'aide, tu es dans des problèmes, et durablement. Voilà. Alors, mon confrère était du Tchad, et je pense qu'il essayait de demander, je fais un peu un raccourci, quelle est la relation aujourd'hui avec le Tchad, qui est un pays également sahélien, qui est en proie effectivement à la fois à des groupes armés et aussi à des menaces terroristes avec Boko Haram. Est-ce qu'il y a une chance d'un rapprochement avec le Tchad, surtout qu'il y a eu beaucoup de commentaires après la récente visite du président tchadien au Burkina Faso? Bon, je dois dire que le Mali n'a pas de problème particulier avec le Tchad.
Nous sommes des pays sahéliens, nous sommes des pays frères qui ont toujours entretenu des relations qui datent même de la période précoloniale. Et je dois aussi payer un tribut pour les braves soldats tchadiens qui ont perdu la vie au Mali. Et avec beaucoup de courage, y compris l'actuel président qui s'est battu au sein des unités qui étaient déployées dans le nord du Mali. Le Mali et le Tchad appartiennent au même ensemble. Nous avons un destin commun parce que nous faisons face aux mêmes défis. Et nous restons convaincus que c'est entre pays africains unis et travaillant ensemble que nous pouvons aller de l'avant. Et nous faisons face aux mêmes défis. Malheureusement, quand nous avons commencé ce combat, il y a beaucoup de pays africains qui nous regardaient de la fenêtre en pensant que ça ne les concerne pas. Et progressivement, les uns et les autres commencent à comprendre que ce n'était pas un problème malien. C'était juste une question de temps pour que ça arrive à tout le monde. Donc moi, je ne vois pas de difficultés particulières. L'arrivée du président du Tchad au Burkina, c'est une excellente nouvelle que nos pays travaillent ensemble. Donc on n'a pas de problème particulier. Je suis certain que nous avons des engagements de diverses natures avec le Tchad comme avec d'autres pays africains parce que nous devons rester solidaires. Est-ce qu'on peut imaginer le Tchad rejoindre l'AES? Ça commence à chuchoter un peu. Surtout quand on voit les dernières positions du Tchad, vis-à-vis notamment de la France. Ils ont décidé, comme vous avant, de faire partir l'armée française, et on voit de plus en plus des positions assez curieuses du Tchad. On parle aussi d'un rapprochement avec la Russie. On voit le président Déby qui va au Burkina Faso, qui est accueilli avec tout ce qui se doit. Est-ce qu'il y a dans les coulisses, vous êtes diplomate, un rapprochement? Est-ce qu'on peut espérer voir le Tchad, parce que rien n'interdit au Tchad d'être membre de l'AES en tant que pays sahélien? Rien. Je pense que le traité même de la Confédération des États du Sahel a ouvert cette possibilité d'adhésion, sous certaines conditions et sous réserve d'un processus qui est à suivre. Donc fondamentalement, l'AES n'est pas fermée. Nous travaillons dans le cadre d'une vision panafricaine. Bon, naturellement, le reste appartient au Tchad de prendre les décisions qu'il faut, et quand ces décisions seront prises, ça sera apprécié en haut lieu. Est-ce qu'il y a des discussions? À ce stade, pas à ma connaissance, nous n'avons pas de discussion directe avec les autorités tchadiennes sur cette éventualité. À part le Tchad, est-ce qu'il y a certains pays qui toquent déjà à la porte de l'AES? Je me rappelle avoir fait une interview avec votre vis-à-vis du Togo, qui disait que le Togo n'exclut pas une éventuelle entrée dans l'AES, et il est même allé plus loin en pensant que le peuple togolais serait favorable à une telle mesure. Est-ce qu'à part ces pays-là, est-ce qu'il y a aujourd'hui des pays qui veulent vous rejoindre, même si c'est encore discrètement? Bon, pour ce qui concerne le cas particulier du Togo et des déclarations du ministre Ducé, personnellement, je dois vous avouer que je ne suis pas surpris, parce que, bon, c'est pas un virage pour nous, parce que depuis le début de la transition malienne, le Togo a été avec nous dans nos différents combats, et a partagé nos soucis, nos préoccupations, et a porté beaucoup aussi nos messages, et a toujours travaillé dans le cadre, dans le souci d'établir toujours une relation réaliste, lucide et constructive entre nous et les autres pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc par rapport à cela, je ne vois pas de ce que, quand j'ai écouté le ministre un peu aussi, j'ai vu un peu qu'il se réfère un peu à l'état d'âme de la population du Togo. Nous, au niveau de l'AES, je pense que ces prises de position ne peuvent que nous conforter dans nos choix. Parce que ça veut dire que nous ne sommes pas seuls, ça veut dire que le chemin que nous avons pris, il y a d'autres qui regardent cela avec intérêt, et c'est aussi peut-être parce que probablement ils font face aux mêmes défis, aux mêmes problèmes que nous avons rencontrés. C'est vrai que nous nous sommes mis ensemble à 3, mais je pense que nous ne sommes pas fermés à continuer le combat pour l'unité de l'Afrique par toutes les voies nécessaires. L'AES est un chemin, il y a d'autres chemins qui sont possibles. Bon, il y a peut-être des discussions informelles avec les gens ici et là qui veulent comprendre dans quelle direction nous partons, mais je dois dire que nous ne sommes pas en campagne pour rallier nécessairement d'autres pays. Mais pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas besoin? Est-ce que l'AES ne serait pas plus forte avec
1, 2 nouveaux membres. Est-ce que ce ne serait pas nécessaire de faire justement une démarche vers d'autres pays? Non, très certainement. Vous voyez, quand il y a une attraction vers une organisation, c'est toujours une bonne chose. Parce que ça, il ne faut pas rejeter. Ça, parce que les gens ont un intérêt, parce que nous partageons le même espace, parce qu'avec le Togo, avec d'autres, nous avons aussi des intérêts économiques liés, nous avons des intérêts sécuritaires et d'autres intérêts qui sont liés. Mais je veux dire que dans l'immédiat, la priorité des présidents Goïta, Traoré et Tchani, c'est de consolider ce qu'on a commencé. Et solidifier ça tout en restant ouvert aux possibilités d'interaction avec notre voisinage en tissant des relations de partenariat qui pourront se faire. Mais je dois dire encore une fois, en tant que ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas ma décision, ce sont des décisions politiques. Le moment où les chefs d'État estiment que bon, tel ou tel pays remplit les conditions pour joindre, la porte n'est pas fermée. Alors, je voulais savoir, c'est quoi les relations de l'AES aujourd'hui avec l'Union africaine? Parce que les griefs qu'on peut faire à la CEDEAO, on peut aussi quand même les faire à l'Union africaine. Quel est l'état des relations aujourd'hui entre vous et cette organisation? Bon, d'abord, je dois dire que nos 3 pays sont suspendus pour des changements politiques qui sont intervenus dans nos pays, des instances de l'Union africaine. Bien naturellement, nous avons indiqué à l'Union européenne, bon, c'est dans les textes. Nous ne sommes pas contre les textes, mais c'est une question aussi de lecture, encore une fois. Parce que la CEDEAO n'a pas su faire la bonne lecture le moment donné, ça nous a amené dans cette impasse-là. Bon, maintenant, nous avons conseillé à l'Union africaine, même si les pays sont suspendus, pour des problèmes internes, politiques ou sécuritaires qui sont intervenus, il faut toujours garder la passerelle entre nous. Et c'est pourquoi nous avons, il y a quelque temps, fait un plaidoyer à Addis Abeba, fondé sur 3 points, en disant que même si nos pays sont suspendus, il y a 3 éléments qu'ils doivent intégrer. 1, ils doivent faire en sorte que, quand on discute de questions de paix et de sécurité, qui concernent en premier lieu nos pays qui font face à un défi sécuritaire important, nous devons être autour de la table. Quand il y a des questions humanitaires, des pandémies, des situations humanitaires dramatiques que nous gérons, ou des maladies pandémies qui traversent les frontières, ça ne regarde pas la couleur du régime politique en place. Là, nous devons être associés. Et le 3e élément, comme on le dit chez nous, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un à son absence. Chaque fois que vous discutez de nos pays, faites en sorte de nous admettre dans la pièce, ne serait-ce que pour quelques minutes, pour que nous puissions donner notre propre version. Malheureusement, cela n'a pas été entendu, et l'Union africaine a presque aveuglément suivi la CEDEAO sans prendre la précaution d'avoir une lecture soit différenciée ou en tout cas de se mettre en position de pouvoir concilier les 2 parties. Et nous sommes dans cette situation encore. Vous allez quitter aussi l'Union africaine? Non, je ne suis pas à dire que nous allons quitter l'Union africaine parce que, bon, on ne prend pas cette décision comme ça. Nous sommes membres de l'Union africaine. Tant que l'Union africaine, le fait de nous exclure n'est pas une raison pour nous pour partir. Si on est parti de la CEDEAO, comme je l'ai dit, il y avait des principes fondamentaux et des menaces existentielles contre nous. Je ne pense pas que l'Union africaine soit là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est son traitement du dossier de nos pays qui peut nous amener dans des situations que personne ne souhaite. Nous ne cherchons pas à partir, nous cherchons aujourd'hui l'engagement, nous cherchons à être écoutés, nous cherchons à ce que les défis auxquels nous sommes confrontés, les défis sécuritaires, mais ça concerne l'Union africaine. Elle ne peut pas s'asseoir, regarder en spectatrice, dire qu'on est dedans, bon, organiser tout. Quand vous êtes prêts, quand la mariée sera là, je vais venir. Non. Ce que nous demandons, c'est qu'il faut un engagement conséquent. Et le président du Tchad l'a dit, avec beaucoup d'éloquence au dernier sommet, il faut trouver un moyen d'un engagement constructif avec nos pays, pendant que nous évoluons à fixer des problèmes sécuritaires ou politiques au niveau de nos pays. Alors, quel est le regard, et c'est une question que je tenais à vous poser, que vous jetez sur la CEDEAO aujourd'hui après votre départ? C'est un peu comme quelqu'un qui est parti et qui jette un regard sur son ex, surtout qu'on voit que cette CEDEAO, visiblement, se retrouve toujours embourbée. Confère Guinée-Bissau. On a été quand même un peu surpris, et j'aimerais vous entendre là-dessus, de voir
Sissoko Embalo, le président de la Guinée-Bissau, chassé, et je préfère parler ainsi, la CEDEAO de chez lui. Qu'est-ce que cela vous a inspiré, cette actualité? Bon, je ne vais pas commenter des cas spécifiques de pays par rapport à cela, mais disons que la CEDEAO est rattrapée par ses propres faiblesses. Parce que quand on est une organisation, on est fondé sur des règles. Et quand on a les règles, on les applique. Et on ne les applique pas selon la météo ou selon la tête du client. Et malheureusement, il est arrivé que pour la gestion de situations politiques dans les pays, on regarde qui est concerné. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un ennemi? Est-ce qu'il est proche de telle grande puissance? Il n'est pas proche de telle grande puissance? Le poids du chef. Donc, je pense que quand on est une organisation, il faut pouvoir mettre des règles où tout le monde se reconnaît dedans. Et quand on traite les pays, même les pays où il y a eu des changements institutionnels, ils ne sont pas tous traités de la même façon. Ni pour ce qui concerne les situations politiques liées à des mandats ou des situations politiques liées à des renversements de pouvoir. Mais je pense que aujourd'hui, moi, je préfère, pour ce qui concerne la CEDEAO, pour ne pas fuir ta question, je préfère ne pas regarder dans le rétroviseur. J'ai assez de défis en tant que pilote dans le véhicule dans lequel je suis assis. Vraiment, j'ai un cap, j'ai des problèmes. Donc, je demande aussi à la CEDEAO de se focaliser sur ces problèmes. Mais elle n'arrive pas. Elle n'arrive visiblement pas. Bon, donc nous, on est assez focalisé sur nos propres problèmes. Et bon, et je pense qu'on ne peut pas traîner les difficultés d'autres avec nous. D'accord. Alors, est-ce que ça vous intéresse, les réseaux sociaux, Abdoulaye Diop? On est dans un monde aujourd'hui totalement numérique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Moi, je pense que c'est une réalité. Ce n'est pas que ça doit nous parler ou ça ne nous parle pas. On est dedans, qu'on le veuille ou pas. Ça fait partie de notre quotidien. Tout ce qu'on peut faire, c'est de voir comment nous pouvons nous organiser pour pouvoir être présents ou exploiter ou même éviter ce qu'on peut éviter. Mais je pense que les réseaux sociaux, c'est une réalité. Voilà. Alors, nous avons une rubrique dans cette émission, Empreinte digitale, c'est-à-dire nous allons sur le net, notamment sur les réseaux sociaux, voir un peu quelle est l'attitude ou quelle est la vie digitale de notre invité. Je vous propose de découvrir votre vie digitale. Parfait. Nous restons au Mali, dans le royaume mandingue, pour nos rendez-vous sur le continent, pour déployer l'empreinte digitale et passer au scanner la notoriété numérique de notre invité du jour, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. C'est lui que le magazine Jeune Afrique présente comme un diplomate qui peine à justifier la légitimité des braqueurs d'institutions. Toujours dans le magazine panafricain, il fait montre d'un franc-parler qui sied à la junte militaire au pouvoir à Bamako. Il y a un acharnement contre le Mali. Pour le média en ligne MaliWeb, ce diplômé de l'Institut international d'administration publique de Paris est tout simplement l'homme des grands défis. Avec son style, peu de paroles, beaucoup d'actes, l'Express de Bamako souligne sa particularité. Depuis sa nomination, il ne traîne pas derrière lui les casseroles, ce qui fait du ministre Diop personnalité préférée des Maliens dans le gouvernement. D'Ibrahim Boubacar Keïta à Assimi Goïta, Abdoulaye Diop détonne, étonne et force l'admiration. Un excellent ministre des Affaires étrangères qui est prêt et capable de défendre les intérêts de son pays, même si c'est avec des diables qu'il va coopérer et dealer. Un discours histoire. Grâce à M. Diop, on commence à respecter l'Afrique. Courage à vous. Vous avez notre soutien indéfectible. S'il plaît à certains, sa personnalité n'est pas appréciée par d'autres. Un diplomate qui peine à justifier la légitimité des braqueurs d'institutions. Il suffit que l'on ventile une rumeur de remaniement pour que nos fameux ministres se lancent dans la fabrication d'articles de presse. S'agit-il vraiment du même ministre incompétent Diop? Non, je ne pense pas. Tout ça pour s'accrocher à un poste. Venons-en aux data. On a cliqué pour vous Abdoulaye Diop et on vous fait le résumé. L'empreinte numérique qui situe Abdoulaye Diop sur les réseaux sociaux commence sur X, qu'il a rejoint en octobre 2011. Au moment où nous relevons ses empreintes digitales, il compte 292 800 abonnés. Dans ses tweets, en moyenne 2 par jour, ses activités ministérielles et diplomatiques sont mises en avant. Ces 2 derniers tweets affichent un total cumulé de 5 commentaires, 55 retweets et 353 j'aime pour une audience de 7000 vues en 24 heures. Autre clic.
sur Facebook, où il poste les mêmes contenus que sur X. Abdoulaye Diop compte 5300 followers. Sur le Meta, nous avons également détecté plusieurs autres comptes avec son nom. Son activité de microblogage quasi quotidienne démontre que X et Facebook sont ses plateformes préférées. Voilà un raccourci ce qui fait la vie digitale d'Abdoulaye Diop, un fils du Mali né à Brazzaville au Congo. Note de la rédaction, 5 sur 10. Mention passable. Monsieur le ministre Abdoulaye Diop, votre vie est digitale, mais pas assez. Alors, monsieur le ministre, on vient de voir votre vie digitale. C'est une rubrique qui ne nous fait pas que des amis, parce que votre service de communication, ils vont pas être très contents de nous, mais bon, on fait notre travail. Alors, beaucoup de commentaires positifs. Je dois dire que on cherche des commentaires négatifs sur vous. On a du mal à les trouver. Il doit certainement en avoir, mais on a du mal à les trouver. Et en tout cas, je ne fais rien pour les dépasser. Voilà, c'est dangereux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, de ce que vous venez de suivre? Bon, d'abord, je pensais que ma vie digitale était très active. Je pensais que j'étais dans les 8. Bon, je suis étonné de me trouver juste à mi-chemin, parce que je trouve mais je pense qu'il y a certainement des efforts. Mais bon, je me réjouis quand même que, bon, on est assez suivi, on est assez écouté, assez présent. Il y a quelqu'un aussi qui a repris ma citation sur le diable. Là, je voulais juste profiter pour préciser ça. Oui, parce que quand je dis ça, vous savez, moi, je viens d'un pays, je vous donne une anecdote, je viens d'un pays, le Cameroun, où récemment, un prélat, l'évêque a dit il faut changer, même s'il faut donner le pays au diable. Non, d'abord, donc ça a fait beaucoup de polémique là-bas. Donc c'était juste pour vous donner de l'eau à l'occasion, parce que je sais que ça a été repris un peu partout. Mais en réalité, c'est que je voulais dire à cette conférence à Bruxelles, où on était avec essentiellement des partenaires européens, qui eux considèrent la Russie comme le diable. Voilà, c'était pour dire que ce que vous considérez comme le diable, si moi je dois traiter avec ce partenaire parce que c'est l'intérêt de mon pays, je le ferai. Donc je ne fais pas l'apologie du diable en tant que tel, mais ce que eux pensent, bon, ça c'était pour relativiser, mais globalement je pense que nous allons faire beaucoup plus d'efforts pour une présence, parce que ces réseaux sociaux, je dois le dire, ont été aussi une chance pour l'Afrique, pour le combat du Mali, pour le combat de l'AES, parce que vous savez, les grands médias, pas peut-être Vox Africa, mais d'autres grands médias ne nous donnent pas l'espace nécessaire, ou en tout cas si c'est fait, c'est avec beaucoup de désinformation. C'est les réseaux sociaux qui nous ont permis d'être entendus, d'être présents et d'avoir aussi cette mobilisation populaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes aussi avec les réseaux sociaux, mais aussi pour nous, ça a été vraiment une bouffée d'oxygène. Mais je pense que nous devons juste travailler sur les contenus de mon point de vue, comme je l'ai dit, parce que ces réseaux, c'est pas nous qui les avons inventés, c'est d'autres qui maîtrisent la technologie, c'est d'autres qui maîtrisent l'industrie qui est derrière ça. Mais nous, Africains, nous devons nous les approprier. Nous devons surtout travailler à mettre les contenus qui sont conformes à ce que nous voulons dans nos langues nationales. Il faut pouvoir les battre sur leur propre terrain en utilisant ces technologies. Donc, c'est ma conviction en ce qui concerne les réseaux sociaux. Nous sommes sur la dernière ligne droite de cette émission. Nous tirons sûrement vers la fin. J'aimerais à présent qu'on parle du Mali ou bien de l'AES dans le monde. Parce que très souvent, ce sont les autres qui donnent leur avis sur la politique africaine, sur les pays africains. J'aimerais avoir l'avis ou le regard du Mali, de l'AES sur un certain nombre de faits sur la scène internationale. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli le retour de Donald Trump aux affaires aux États-Unis ? Bon, ça, je pense que tout le monde en parle. D'abord, nous ne sommes pas naïfs du tout dans notre espace. Nous pensons que le président Donald Trump a été élu par les Américains pour régler les problèmes des Américains. Ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas autre chose, mais je pense qu'il est là pour défendre leurs intérêts et on ne doit pas avoir des attentes surdimensionnées qui vont venir régler nos problèmes. Je pense que cette vision même du président Trump ou de son équipe cadre aussi avec ce que nous voulons pour notre pays, parce que nous voulons aussi nous occuper de nos pays et qu'on nous laisse nous occuper également de nos pays. Je pense que ça, c'est un point qui me semble être important. On ne peut pas reprocher à un dirigeant de se battre pour l'intérêt de son pays. Il n'est pas venu pour les Africains. Et certains disent, oui, il n'y avait pas d'Africains à son investiture, mais où est le problème? Voilà, il n'a pas à nous appeler nécessairement. Donc, je pense que ça, c'est un point qui me semble être important. Le deuxième que j'ai trouvé, et que j'ai trouvé aussi que cette administration est venue quand même avec des annonces importantes, parce qu'ils sont venus,
ils ont déclaré, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que bon, l'administration précédente, ou en tout cas les structures de l'État américain, ont été impliquées à soutenir le terrorisme. Et ça, par rapport à l'USAID qui nous concerne en particulier, on a même dit que le Mali a reçu une enveloppe pour faire quelque chose, ce qui n'était pas vrai, mais ce qui était en cause par rapport à cela, je pense que nous sommes d'accord que une partie de l'aide au développement, pas toute l'aide au développement. Dans beaucoup de pays, ces agences sont utilisées pour des actes de subversion, de déstabilisation ou même de soutien à des groupes terroristes. Oui, et Donald Trump a marqué le coup. Il a pris un acte très fort en fermant le bureau de l'aide américain à l'international, créant une véritable catastrophe auprès des gens qui aimaient bien cette institution-là. Bon, je pense que ça doit être un réveil pour chacun de nous. Nous ne pouvons pas bâtir aussi notre développement sur les autres. Comme ils l'ont fait en Afghanistan sur le plan militaire, un jour, ils vont tirer leur bille parce que cette aide-là, peut-être, n'est pas destinée à nous. Elle sert des objectifs de leur politique étrangère. Si ça cesse de répondre à ça, ils peuvent couper. Nous ne pouvons pas aussi créer une dépendance excessive à l'égard de ça. Et nous, notre vision par rapport à ça, et même les difficultés que nous avons eues avec l'USAID pour renouveler leur financement, c'était ça. C'était de dire, nous pensons que ce n'est pas à Washington de décider des priorités de l'aide de l'USAID au Mali. Bien sûr. 2, ce n'est pas à Washington de décider que c'est telle ONG qui va opérer à Mopti, à Ségou ou à Djabali pour telle opération. Et 3, c'est-à-dire que l'exécution de tout programme d'assistance extérieure doit être conforme aux besoins d'appropriation des pays. Et je crois que par rapport à ça, je pense que c'est ça les lignes que nous avons. Donc que ce soit l'aide de l'USAID ou l'aide d'autres pays, notre vision c'est que les pays qui viennent, c'est très bien. Si ça rentre dans le cadre de notre vision, c'est bien. Si ça ne rentre pas, on doit avoir le courage de dire non merci. Alors, l'autre annonce forte et l'autre action forte, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donald Trump a carrément mis les pieds dans le plat. On est aujourd'hui perdu entre l'Europe qui annonce qu'elle veut faire la guerre et l'Ukraine qui essaie de négocier la paix avec les États-Unis. On est un peu perdu. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette cacophonie qu'on observe aujourd'hui par rapport à... Moi, je crois que ce qui était perdu depuis longtemps. Voilà, parce que non, enfin, vous parlez des Européens ou des autres qui sont perdus, parce que bon, je pense qu'ils n'ont pas fait les choix réalistes. Ils ont vraiment un problème de lunettes. Oui, un problème de lunettes. C'est pourquoi moi je salue la volonté du président Trump d'imposer par tous les moyens la paix et surtout d'avoir une approche et une vision pragmatique et réaliste, en défendant certainement les intérêts de son pays, mais en faisant en sorte que nous puissions avoir une paix bâtie sur un dialogue entre ceux qui sont les plus concernés par ce conflit. Donc je pense que depuis longtemps, on aurait dû comprendre que ça ne serait pas une solution militaire, mais certains voulaient nécessairement, la solution était la défaite de la Russie. Mais je pense que nous voulions qu'il y ait la victoire de la paix. Une paix durable entre l'Ukraine et la Russie qui puisse aider à consolider la prospérité du monde. Alors, dernier point aussi, comme on dit, une actualité chassant une autre, on en est aujourd'hui arrivé un peu à éclipser tout ce qui se passe dans la bande de Gaza avec l'Israël et la Palestine. C'est un conflit, j'ai envie de dire, même si j'exagère un peu, aussi vieux que le monde. Qu'est-ce qui, selon vous, certainement avec vos parcours de diplomate, vous en avez tellement entendu parler, qu'est-ce qui, selon vous, coince véritablement dans cette zone-là? Pourquoi on n'arrive pas à trouver une véritable solution? Je pense que je serais prétentieux de dire que j'ai la solution, mais je pense que s'il y a une solution au niveau du Moyen-Orient, qui est essentiellement, toutes les tensions au Moyen-Orient sont essentiellement liées à la question palestinienne. De mon point de vue, tant qu'il y a la négation des droits des Palestiniens, et tant qu'il y a le rejet de la réalité de la coexistence de deux États, Israël et Palestine vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, je pense que nous n'aurons pas la paix dans cette région. Et aussi les puissances qui sont impliquées doivent pouvoir travailler malgré leurs intérêts
pour pouvoir arriver à cette solution qui donne une maison aux Palestiniens, qui crée aussi des garanties de sécurité pour Israël pour coexister ensemble. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement en train de parler de Gaza ou du conflit israélo-palestinien, tout le Moyen-Orient. Je veux dire, même on assiste aujourd'hui à un basculement géopolitique. Donc le conflit est beaucoup plus grand. Et il y a beaucoup d'injustices dans cette question et qui a aussi alimenté le terrorisme aujourd'hui dans beaucoup d'autres parties du monde. Je suis certain que la solution passera par la reconnaissance des droits des autres parties qui sont impliquées, notamment des Palestiniens, pour pouvoir une paix durable, non seulement entre Israël et la Palestine, mais aussi entre Israël et le monde arabe et le monde musulman de façon générale. Alors, on va prendre une dernière question, celle d'un confrère, et on va profiter parce que lui, il vous pose une question sur un conflit en Afrique. OK. Bonjour, Monsieur le ministre Abdoulaye Diop. Je m'appelle Jacques Amboka. Je suis journaliste congolais, responsable de Média 24 News Agency. Je travaille également pour RT en français et pour Business 24 Africa. Vous êtes ministre des Affaires étrangères d'un si grand pays africain. Dites-nous s'il vous était accordé l'occasion, par exemple, de prodiguer des conseils aux acteurs clés de cette crise. Quelles pistes de solutions alliez-vous leur proposer pour que la République démocratique du Congo puisse sortir de cette situation qui endeuille de plus en plus sa population dans sa partie est? Donc, mon confrère aimerait bien avoir votre avis sur ce qui se passe à l'est de son pays, la République démocratique du Congo, où, comme on sait, il y a une crise qui s'est aggravée, une ancienne crise qui s'est aggravée, et il voudrait que le diplomate malien que vous êtes puissiez, je ne sais pas si vous en avez la capacité, prodiguer des conseils aux différents acteurs pour mettre un terme à cela. Bon, en toute modestie, je ne veux pas m'aventurer à vouloir donner des conseils parce que je sais que c'est des situations difficiles, c'est des situations très complexes, mais tout conflit, d'où qu'il vienne, ne peut mettre que nos pays en retard. Et en définitive, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est des Africains qui vont mourir et c'est d'autres acteurs extérieurs qui vont tirer leur bille, qui sont avec nous dans certains moments pour leurs intérêts. Après, ils seront partis. Donc, je crois que nous, Africains, nous devons pouvoir comprendre cela. Et l'autre message, c'est de dire que quand on a un problème politique de cette nature, en tout cas des questions de paix et de sécurité, il faut que nous, on puisse se convaincre que c'est pas l'option militaire qui, en définitive, va apporter la solution. Il faudra pouvoir travailler, pouvoir se parler, parce que malheureusement, on fait la paix qu'avec l'ennemi ou l'adversaire qui est en face. Donc, il faut que les parties acceptent avec courage de se parler, de faire les compromis qui sont nécessaires pour la paix et la stabilité de cet espace qui est crucial pour l'environnement en Afrique sur le plan environnemental, pour les ressources énergétiques et même pour le continent de façon générale. Donc, moi, mon souhait, c'est que ce conflit puisse trouver une solution et le Mali salue en tout cas les efforts qui sont en cours au niveau de la communauté est-africaine, au niveau de la SADC, appuyée par l'Union européenne, l'Union africaine, excusez-moi. Nous, on espère que l'Afrique puisse se mobiliser davantage pour apporter la solution à cette crise parce que malheureusement on ne sent pas encore vraiment la détermination même des acteurs africains et des acteurs internes directement concernés par le conflit de s'asseoir autour d'une table pour trouver la solution. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de détermination et de comprendre qu'il faut le faire aujourd'hui mieux que dans 10 ans, dans 15 ans. Alors, nous avons commencé cette émission en donnant la parole aux Africains dans la rue pour vous dire ce qu'ils pensaient de vous, s'ils vous connaissaient. Nous allons sortir en leur redonnant la parole. Il y en a qui ont des conseils à vous donner. Okay. Il y en a qui ont des questions à vous poser. Donc, on leur donne la parole et on sortira de cette émission. Parfait. OK. Je lui dirais tout simplement courage parce que avoir ce franc-parler et parler au nom du peuple
africain en général, je dois dire, c'est quelque chose à saluer, quoi. Parce qu'il faut des gens comme ça pour que l'Afrique s'élève. Essayer de réduire alors les discours. Il y a trop de discours. Comment est-ce qu'il a le franc-parler comme ça? Qu'est-ce qui lui donne le courage pour dire ce que les autres ne peuvent pas dire? Et même devant les Occidentaux, il n'a pas froid aux yeux. Et j'allais lui demander, est-ce qu'il n'a pas peur de son intégrité physique? Est-ce que c'est le même Abdoulaye Diop? Ou qu'est-ce qui le fait changer de vision aujourd'hui? Je voudrais vous passer mes félicitations pour votre combat pour la libération de votre territoire, le Mali, et encore plus pour le combat que vous menez. Actuellement pour l'identification de nouveaux intérêts et la conquête de la souveraineté du continent africain. Je demanderais simplement à Abdoulaye Diop de continuer à être un ouvrier de l'intégration africaine. Continuer sur cette lancée. Alors ce qu'il est en train de faire, nous Maliens, on est fiers de lui. C'est de rester sur cette lancée, qu'il met son service, son savoir et son savoir-être au service de la diplomatie malienne et que la diplomatie malienne se porte encore plus mieux qu'aujourd'hui. Toujours œuvrer pour le bonheur des Maliens. Je vous suggère vraiment, si cela ne vous pose pas problème, d'être, même si ça vous permet, candidat à la commission de l'Union africaine, si c'est possible. Bien que ce soit passé récemment, je vous aurais très bien vu là-bas. Parce que le combat que vous menez doit aussi être mené dans des instances beaucoup plus grandes. Et l'Union africaine, dans sa commission, a besoin de personnes comme vous. Je n'ai pas laissé influencer par qui que ce soit. Vraiment, on tient point à lui. Alors, il fait en sorte que l'intérêt du pays, du Mali, tant régional, sous-régional et international, alors puisse avoir intérêt d'entendre avec les autres pays du monde. Je veux qu'il joue la diplomatie, qu'il amène les partenaires pour le Mali, pas pour la transition, mais pour le Mali. Je lui souhaiterais beaucoup de courage et que Dieu l'accompagne dans sa mission. On prie Dieu pour lui, pour que son mission puisse aller bien, pour que la guerre puisse prendre du bon chemin. Donc je lui comme beaucoup de santé, que Dieu lui protège, qu'il continue ce qu'il fait, les choses qu'il fait dans son pays. Merci. Voilà, Abdoulaye Diop, vous avez beaucoup de messages d'encouragement, des gens qui prient pour vous, mais il y a deux choses qui ont retenu mon attention. Premièrement, c'est une question. Est-ce que vous n'avez pas peur? Est-ce qu'il ne vous arrive pas d'avoir peur pour vous, pour votre famille, pour votre intégrité physique? Bon, vous savez, chacun de nous, la peur fait partie de ce que nous faisons. Mais souvent, la peur n'est pas pour nous-mêmes. Je pense qu'on a plus peur souvent d'échouer, de ne pas être à la hauteur de ce qu'on fait. Et je pense que quand on regarde aussi des milliers de gens qui perdent leur vie au quotidien, à Djenné, à Kidal, ailleurs, bon, on se dit que peut-être les risques que nous prenons, c'est peut-être même rien à côté de ça. Mais certains disent aussi souvent il faut se méfier des gens qui ont peur. Parce que vous savez, la peur amène à faire de grandes choses. Parce que quand on a peur, je pense qu'on évalue bien une situation, mais pas une peur qui nous empêche d'avancer, mais c'est vraiment peur de la conséquence de notre inaction. De s'asseoir, de ne pas faire quelque chose. Mais si on fait quelque chose, je crois qu'on avance. Je pense que le risque est inhérent à ce que nous faisons au quotidien. Donc je pense que oui, j'ai peur, mais pas dans le sens que vous dites. Voilà, parce que la question est revenue plusieurs fois par certains téléspectateurs, effectivement, qui s'inquiètent de vos courages. Donc quand on en parlait, vous n'avez peur de personne, vous dites les choses telles que vous pensez. Et on sait qu'à une époque pas si lointaine que ça, les leaders africains qui osaient se faisaient purement et simplement assassiner. Je crois que c'est ça qui suscite auprès de ces Africains-là cette crainte-là. Ça peut se comprendre. Je pense que ces risques-là font partie, mais si je n'ai vraiment pas peur, c'est que je ne suis pas seul. Je pense que je travaille sous la direction d'un chef d'État, le président Goïta, que vous connaissez.
je ne suis qu'un messager. Je porte le message que lui-même, en tout cas la vision que lui-même a définie avec courage, qui est la vision du pays. Je dois quand même lui reconnaître que quand on prend ses positions pour matérialiser sa volonté, il est toujours là pour pouvoir te soutenir, pour pouvoir t'accompagner, pour ne pas pouvoir te désavouer. Je pense que ça aussi, ça nous donne le courage de porter ce combat parce qu'on sait qu'il y a le président, pas sûr que le président, il y a un gouvernement. Et aussi quand j'écoute ceci, j'entends les gens, je vois qu'il y a beaucoup de gens ailleurs qui se reconnaissent dans ce qu'on fait, sans que nous, a priori, en allant tenir ces discours, on ne pense pas à faire plaisir à XY. On va défendre un intérêt, on va défendre une cause, on va promouvoir et défendre les intérêts de notre pays. Donc si les deux se retrouvent, je pense que c'est beaucoup plus ça parce qu'on est aussi adossé à quelque chose. Il y a une vision pour laquelle nous sommes convaincus qui va aider à sortir notre pays de l'ornière. Et je pense qu'au quotidien, chacun de nous, on doit à certains moments prendre des risques calculés, certes, mais bon, même ce calcul peut être faux. Voilà. Alors, il y a une autre question. Je ne sais pas, elle vous a fait tiquer. J'observais votre body language pour voir quand il a dit qu'il vous encourageait à être candidat. Est-ce que vous avez pensé à être candidat à la présidence du Mali? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit qu'il n'a pas osé? Bon, il n'a pas parlé du Mali. Je crois qu'il a parlé de la commission, mais pour paraphraser un homme politique, je n'y pense pas en me rasant. Ma seule ambition, c'est vraiment de pouvoir réussir la mission qui m'est confiée, qui est celle d'être ministre des Affaires étrangères d'un pays en crise au cœur aujourd'hui de la géopolitique mondiale et de pouvoir accomplir cette mission et de pouvoir répondre aux attentes de ceux qui m'ont fait confiance, y compris les plus hautes autorités pour accomplir cette mission et que demain, je puisse m'asseoir peut-être quand j'aurai fini cette mission, de regarder que telle ou telle chose qui est en train de se faire, j'y ai modestement contribué. Je pense que ça sera déjà une grande satisfaction. Alors, la présidente de la Commission de l'Union africaine, c'est pas à l'ordre du jour. Je n'y pense pas en me rasant. On vient d'avoir un nouveau président de la Commission d'air, qui est un bon ami, le ministre de Djibouti, que je félicite, que j'encourage pour cela. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être nécessairement président ou d'être devant pour pouvoir jouer. Je pense que, vous savez aussi, à plusieurs niveaux, on peut contribuer par rapport à nos pays pour atteindre des objectifs en particulier. Donc je pense que j'ai eu l'insigne honneur, sans démagogie, l'insigne honneur d'être là ici en ce moment particulier de l'histoire de notre pays, d'être acteur de ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui ici. Je pense que c'est une grande satisfaction et j'espère pouvoir en sortir avec des résultats qui font honneur à ce pays et je pense que c'est largement suffisant pour moi. Merci beaucoup Abdoulaye Diop d'avoir accepté de jouer le jeu, de parler aux Africains. Je vais vous laisser la parole de fin et je vais vous demander exceptionnellement de regarder votre caméra et de passer le message qui vous vient à l'esprit à tous ces Africains qui vous regardent, qui ont soif de liberté, qui ont soif de souveraineté et qui voient en vous une des personnes qui contribuent à cela. Bon, ce que je peux dire à tout un chacun, c'est à partir de mon propre parcours personnel. Je pense que je viens d'une famille modeste. Je pense que si je n'avais pas été à l'école, je ne serais pas là devant vous. Il y a un concours de circonstances qui m'ont amené là où je suis arrivé aujourd'hui. Mon combat, c'est de toujours dire aux Africains, je cite encore un de mes grands mentors qui est le président Nelson Mandela, « It is always impossible until it is done ». C'est toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Et c'est pour dire que nous, Africains, nous devons prendre confiance en nous-mêmes, nous dire que c'est possible, ne pas écouter ceux qui viennent chaque fois créer le doute chez nous, nous dire que c'est possible, que nous pouvons changer notre situation, que nous avons la capacité et que ce qui nous manque, c'est souvent de pouvoir trouver la paix, la tranquillité, d'avoir des gens qui nous font confiance. Et je pense que ce qui est aussi important pour nous, Africains, jeunes Africains, c'est de comprendre que personne ne viendra changer nos pays à notre place. Il faut que nous-mêmes nous nous assumions. La réponse est entre nos mains et non pas entre les mains d'autrui. Et de comprendre aussi que en Afrique, aucun de nous ne s'en sortira seul.
Il ne faut pas qu'on considère que quand tel ou tel a des problèmes, ça ne me concerne pas. Si ça c'est une question de jours pour que ça t'arrive. Donc de comprendre, il faut que nous soyons unis, il faut que nous soyons solidaires, il faut que nous comprenions que nos sorts sont liés. Et moi, j'ai entièrement confiance en cette jeunesse africaine vibrante que nous voyons au quotidien, qui aujourd'hui maîtrise les technologies, qui sont des ingénieurs, qui travaillent dans plusieurs secteurs d'activité avec les richesses qui sont dans nos pays, dans notre continent. Je pense que c'est possible de changer la face du monde. C'est possible pour nous d'avoir la respectabilité, d'avoir le poids économique que nous rêvons pour nos pays et de pouvoir aussi contribuer à dessiner des partenariats qui changent nos économies, nos pays et qui font de nous aussi des acteurs respectés et dignes sur la scène internationale. C'est vraiment mon message pour nous Africains de nous dire que c'est possible. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.